à tous et merci d'être avec nous. Vous le savez, nous sommes en jaune, pas en vert. Hein. Il pleut dehors et bon, la pluie a tombé. On va recevoir dans un instant Michel Autrante, le vice-président de Point d'interrogation. Bonjour. Malik, pardon, pourquoi je dis Michel? Malik Autrante. Bonjour, monsieur Angonis. Merci d'être avec nous. Bonjour, téléspectateurs de Canal 10. On va parler tout à l'heure du point d'interrogation. Aline Mijouen, notre spécialiste lunetière opticienne, sera avec nous dans un instant en nous pointant de nous. Notre deuxième chronique, ce sera avec Michael d'Auvergne, la chronique Faire face. Et puis Sarah Juste, auteur spécialiste de l'accompagnement humain, sera aussi notre invité. L'actualité, on se retourne vers Iman News. Oui, bonjour Danick. Bonjour. Alors moi je suis pas bleue, je suis pas verte, moi je suis bleue, moi je préfère. Je vois. Aujourd'hui, on va parler dans l'actualité de la remise des livres pour les vacances pour les élèves du CM2 de l'école de Goyave. On parlera aussi adolescence et cannabis. Un séminaire, une conférence a eu lieu sur Cap Excellence afin de prévoir des mesures préventives, d'avoir des mesures préventives en lien avec cette addiction. Il sera aussi question de prénatalité avec une enquête faite autour des femmes enceintes et des bébés, ainsi que de développement durable et des matériaux durables. Un symposium a eu lieu et en cours encore sur la commune de Dé. Voilà. Voilà, merci Iman News qu'on va retrouver tout à l'heure. Et je me tourne vers monsieur Autrante, Malik de son prénom. Normalement, le point, c'est pendant les périodes de carnaval qu'on vous voit. C'est exactement pendant les périodes de carnaval, mais une association, c'est toute l'année. Oui. Et en l'occurrence, on a été sollicité par réalisateur pour participer au premier grand projet de sa carrière de réalisateur. C'est le premier long métrage. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, oui, pour parler de ça avec vous et avec les téléspectateurs. Alors quel est ce réalisateur qui va faire ce grand projet? Ce réalisateur, c'est M. Nelson Foy, qui oui, est le réalisateur du court-métrage Timounard, oui, qui date de 2020. Donc c'est un court-métrage qui a été primé, qui a reçu beaucoup de prix cinématographiques aux Antilles et à l'étranger. Donc en fait, le film, le long-métrage que M. Foy va réaliser donc cette année dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais il a déjà commencé. Oui, il a déjà commencé. Nous avons déjà fait un premier tournage au début du mois de juin, qui s'est déroulé à Grand-B. Et donc ce long-métrage qui s'appelle Zion, c'est la version longue, entre guillemets, de Timounard. Oui. Donc c'est un film qui va être diffusé dans les salles en France, en Europe et même au-delà. Oui. Alors, donc, il est en français ou en créole? Parce que Timounard, il y avait beaucoup de créole. Il y aura des deux. Il y aura beaucoup de créole également, mais oui, c'est un film qui est tourné en français et également en créole. D'accord. Qui sera sous-titré, bien sûr. Alors, l'histoire, elle change par rapport à Timounard ou bien c'est une suite? Comment ça va se présenter? Comme je viens de dire, c'est une version longue, entre guillemets, de Timounard. Je ne vais pas me permettre de dévoiler le scénario avant l'heure. Oui. Ce qui est important, c'est que dans ce film-là, d'où ma présence, c'est que la culture guadeloupéenne va être mise en avant, oui, la culture carnavalesque, en général, et la culture masse en particulier. Oui. Donc nous avons été sollicités par M. Foy et sa production. Nous n'avons pas hésité une seconde, parce que dès qu'il est question de mettre en avant la culture masse, oui, le point d'interrogation... Il ne se pose pas d'interrogation. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que c'est quand même... donc nous avons 5 jours de tournage la semaine prochaine. Nous allons rentrer dans le détail, je pense, tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que je fais un appel à la solidarité des Mounamas, entre guillemets, oui, parce qu'il nous faut mobiliser beaucoup de personnes, parce qu'il faut que nous soyons en situation de masse. Oui. Ça va être tourné à la rue Frébeau précisément. De masse AS ou même masse 2SE? Masse A, les deux, les deux, M. Zandonis, tout à fait. Masse AS et masse 2SE, parce que nous devons mobiliser au moins 800 personnes pour que ce soit un bel effet de masse. Donc je fais un appel à tous les Mounamas pour nous rejoindre. Peu importe le masse, nous n'avons pas de distinction
sur ce coup-là. Ils n'ont pas besoin d'être habillés en point, non? Non, ce qui est important, c'est là que c'est important, pardon, c'est que peu importe le mas, vous venez avec la tenue de votre mas. D'accord. Ce sur quoi on insiste, c'est qu'il faut que ce soit une tenue complète. Tenue complète, c'est costume, maquillage et coiffe. Et pour les musiciens des autres... Et tambour. Et pour les musiciens des autres masses qui viennent avec leur instrument, tambour, chacha, conque, contrebasse et basse. Oui. Donc on est là pour faire, comme vous l'avez dit, un bel effet de masse. Pour que ça apparaisse, pour que ce soit joli à l'écran, il faut respecter ça, respecter le fait qu'il faut que la tenue soit complète. Peu importe le masque, comme je vous dis, ça peut être Masco, ça peut être... Vim, ça peut être Akio. Ça peut être Vim, ça peut être Akio, ça peut être peu importe le masque. Ce qui est important, c'est que la tenue soit complète. D'accord. Alors, comment ça va s'organiser dans les rues de Pointe-à-Pitre? Comment ça va se faire? Les lieux de tournage sont déjà définis? Les lieux de tournage, c'est principalement à la rue Fribourg. La rue Fribourg? Toute la semaine prochaine. Hein. Donc, je pense que on vous a remis le programme. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Oui. Donc, rendez-vous lundi à 20h et tous les autres jours à 18h. D'accord. Donc, il y aura une collation offerte par le point d'interrogation parce que même en dehors de masse, le point, c'est recevoir. Bien sûr. Donc, il y aura une collation offerte. Donc, il y a des tenues également. Les 3 premiers jours, donc la tenue est libre. Oui. Comme je viens de vous dire, on vient avec le costume de son masque. L'essentiel, c'est qu'il soit complet. Et les 2 autres jours, donc jeudi et vendredi, nous avons jeudi une tenue appelée zombie. On va rentrer dans les détails le moment venu. Et le vendredi, c'est la tenue Congo, que tout le monde connaît, puisque c'est la tenue qu'on utilise pour le samedi gras, le Congo Caraïbe. Donc en roku, c'est avec des cordes. Et la tenue Congo, pour ce vendredi, c'est un pagne africain. Un pagne africain avec une coiffe avec des fleurs fraîches. Une coiffe fleurie. D'accord. Voilà. Et du gros sirop qui sera fourni par le point d'interrogation. J'allais poser la question, le gros sirop alors? Sera fourni par le point d'interrogation ce jour-là. C'est vendredi prochain. Alors, du point de vue musique, est-ce qu'il y a de la musique aussi? Est-ce que chaque groupe fera sa musique ou alors il y aura une musique commune? Non, la musique, c'est le point d'interrogation qui a été sollicité pour ce tournage, même si on fait appel à la fratrie masse. Principalement, c'est la musique du point qui sera jouée, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et donc, pour vous, ça va être un grand moment. C'est un grand moment. C'est un gros challenge surtout, parce qu'il faut quand même mobiliser pas mal de monde en semaine, le soir. Mais, c'est le soir, quand même. Oui, c'est le soir. Comme je vous ai dit, le premier lundi, rendez-vous 20h, et les 4 autres jours, c'est rendez-vous à 18h. Donc c'est un gros challenge pour nous, parce que c'est, comme vous l'avez dit, en dehors, période de masse, en semaine, le soir. Mais on ne pouvait pas, il était inconcevable pour nous de ne pas accepter cette sollicitation, parce que comme je l'ai dit en préambule, c'est une chance inouïe qui nous est offerte, que notre culture masse soit vue par le plus grand nombre. Tout à fait. Donc il faut en profiter, il faut accompagner M. Froid sur ce projet, parce que le but ultime, c'est qu'un film guadeloupéen soit diffusé sur grand écran et soit vu par le monde. Par le monde, voilà, exactement. Et ça qui est intéressant. Donc, mais alors, ça signifie que vous allez, pendant ces 4 jours, refaire un carnaval? On va se mettre en situation de masse. Après, nous n'avons pas encore le détail de comment les scènes vont se dérouler, mais le principe, oui, c'est de se mettre en situation de masse. Et chose importante également, pendant le carnaval 2024, il y aura des prises de vue qui seront ça va continuer. Oui, pendant le carnaval 2024, il y aura des prises de vue qui seront faites en situation vraiment de carnaval, avec le public, avec la foule et tout ça. Mais donc voilà, j'ai oublié la question. Oui. Non, je disais qu'on allait refaire du carnaval pendant... Oui, on va se mettre en situation. Je ne sais pas exactement le détail des scènes, parce que le réalisateur ne nous a pas encore tout dit, mais on va se mettre en situation de masse. Il y aura des scènes particulières à faire. On n'a pas encore le détail. L'essentiel, c'est que là, nous avons fait masse la rue Fribourg la semaine prochaine. Mais voilà, la groupe commence en direct. Il partit en direct. Bon, alors,
Mais le point, je dis ça d'une manière générale. Oui. Il y a des acteurs dans le film. Vous ne serez pas des acteurs, vous serez uniquement dans le masque. Hein. Uniquement dans le masque, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Non, non. Bon, alors, Il y a des acteurs, le réalisateur. J'ai vu un film, il y avait dernièrement, j'ai vu un film, il y avait quelques tournages de carnaval dedans. Mais enfin, ce que vous dites là, ça va être très important finalement. Ça va être très, très, très important, mais il faut qu'on mobilise, il faut que toute la famille masse. Ouais. Mais il y a une fédération des groupes à masse, ça existe. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez pris contact avec eux? Nous sommes entrés en contact avec eux également. Donc on commence à avoir des réponses positives. Nous avons des retours positifs, hein, Oui. mais moi je veux insister sur le fait qu'il faut, pour que l'effet de masse soit beau, pour qu'on soit faut vraiment être nombreux. en situation réelle, il faut qu'on soit vraiment nombreux et qu'on mobilise un minimum de 800 personnes. Donc toutes les mounamas, Ouais. Fozovine, et qui sait, hein, Toute masse des rois, c'est ça? toute masse des rois. Et qui sait, peut-être que film là, ça qui montait les marches du Festival de Cannes. Pas rien savent. Donc, on va ça. Donc, il faut nous mobiliser, nous. Non, ça, non, Faut nous mobiliser, c'est un bon challenge, effectivement. Et j'espère que les Mouna Mascagadi, je vais attendre, Malik, j'ai dit ça, rendez-vous. Alors, comment ça se passe? Ils prennent contact avec vous avant ou bien ils viennent directement? Ils viennent directement. Donc, lundi, le rendez-vous, c'est 20h, c'est à 20h à la rue Frébeau. Ouais. Donc, la production aura déjà mis en place donc les scènes, les loges et tout ça. On vient avec son costume. J'insiste encore pour que ça fasse un bel effet visuel, que le costume soit complet. Oui. C'est costume, coiffe, maquillage et en fonction du costume, s'il y a de la peinture, s'il y a du roucou, s'il y a du gossiro, mais il faut que vraiment que la tenue soit complète. Bien. Ben, Malik, on vous remercie. Merci à vous, M. Zandonis. Merci à vous. Et on espère que vous allez être entendu. Et puis on va attendre avec impatience d'ici, on va dire, pour un film en moyenne, c'est 1 an et demi, 2 ans. Tout à fait. Un film. Donc après le carnaval de l'année prochaine. Peut-être que vous pouvez venir là pour dire nous. Mais j'espère que je serai reçu pour vous en parler. Pas de problème, pas de problème. Ça va se faire. 12h44. Merci. On revient à l'actualité, remise de livres pour les vacances, puisque vous savez qu'on dit souvent que les enfants ne lisent pas suffisamment, il y a toujours un don portable, etc. Ben, il y a une opération qui a été montée en ce sens-là pour leur donner à lire, vraiment. Charlie Dagonia était sur place, on regarde. On a eu une année qui a été particulièrement riche et on a été aussi heureux de voir qu'une grande partie de l'année s'est passée dans des conditions plus simple que les années Covid. Donc ça nous a permis aussi d'accompagner au mieux les élèves. Nous avons travaillé beaucoup sur les compétences, le savoir-faire. Nous avons mis en place, par exemple, dans cette école, le quart d'heure de lecture, mais qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a vraiment un travail très important pour faire progresser les élèves sur les savoirs fondamentaux. Et nous travaillons de plus en plus aussi sur tout ce qui est lien à la fois maternelle et élémentaire, et puis bien sûr aussi entre le CM2 et la 6e, pour permettre plus de fluidité dans les écoles ou les classes charnières et permettre aux enfants de mieux réussir. C'est notre opération nationale. Hein. Tous les enfants de CM2 reçoivent un livre pour les vacances. Ici, nous avons reçu les livres en amont. Et donc, cette opération solennelle, c'est aussi pour marquer le passage en 6e, mais aussi inviter nos élèves à découvrir ce récit. Il y avait une seule manière de se faire raconter des histoires. Écouter un poète qui déclamait en vers s'accompagnant de sa cithare les aventures fabuleuses et souvent imaginaires. Oui, moi j'aime bien lire, mais quand j'ai le temps. Il est important aussi que les élèves préservent et renforcent même leurs acquis pendant les périodes de vacances scolaires. Et un livre comme celui-ci, qui est un livre pour les vacances, a vraiment cet objectif. Continuer à lire pendant les vacances et faire aussi apprécier cette activité qui est très enrichissante pour eux. J'aime un peu lire, je lis pas beaucoup, mais l'illustration, déjà, elle a l'air bien. Ça parle d'aventure et j'aime bien les livres où il y a des aventures dedans. Notamment le titre, il a l'air bien, et les illustrations aussi, ça donne envie de lire le livre. On dirait qu'il y a plein d'illustrations très jolies et il a l'air passionnant. Donc pendant les grandes vacances, même
en fin d'année, je vais commencer à le lire. Et je pense que je l'aurai fini dans pas longtemps. Parce que j'aime beaucoup la lecture. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Alors, la lecture pour les plus jeunes, mais pour les ados, la question se pose du cannabis, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont adeptes à cette herbe, à cette addiction. Et donc, il y a des dispositifs qui sont pris de plus en plus pour faire en sorte que Olivier Moradiel était sur place. Aujourd'hui, nous avons choisi donc de parler de l'adolescence puisque c'est une problématique intéressante et qui nous paraît aussi être aujourd'hui préoccupant puisque nous avons des jeunes qui consomment de plus en plus tôt et il me semblait qu'aujourd'hui, il fallait que les gens sachent comment aborder la question parce que quand un enfant pose la question à un adulte, que ce soit ses parents ou une tante, un tonton, une voisine, il faut au moins que cet adulte-là soit au fait des choses pour pouvoir répondre aux questions du jeune. L'adolescence, c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période de construction sociale, c'est une période de bouleversement, de construction d'identité, mais c'est aussi la période adéquate pour pouvoir construire un socle de bonne santé. Souvent, on confond deux choses. On peut avoir une consommation récréative et ne jamais être dépendant. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui vont faire, des adolescents qui vont faire l'expérimentation d'un produit et qui vont poursuivre leur vie. Vous avez d'autres qui ont des blessures et en fait, le produit va être l'amplificateur de ces blessures et il y aura un arrêt net de leur insertion, de leur parcours de vie et quelquefois, ces derniers vont décrocher de tout et vont devenir dépendants du produit. Il existe des risques, des complications à la fois psychiatriques et non psychiatriques. Déjà, il faut comprendre que l'adolescent n'a pas fini de maturer au niveau de son cerveau. Le cerveau finit de se maturer, on va dire, aux environs de 25 ans. Peuvent apparaître en tout cas des troubles tels que des troubles psychotiques, malheureusement, surtout si on a commencé à consommer très jeune, donc avant 15 ans, et qu'il y ait une consommation qui soit continue. Aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a des consommateurs de plus en plus jeunes, mais on oublie de regarder et de faire le bilan de tout ce qui n'a pas fonctionné en matière de prise en charge des enfants, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de la société, puisque la société propose des alternatives lorsque les parents sont dits défaillants. Et même ces structures-là n'ont pas vraiment joué leur rôle. Il est important de connaître les challenges, les défis, les particularités d'une adolescence entre guillemets dite normale pour pouvoir s'adapter à l'adolescent en construction et l'accompagner au mieux dans cette période de transition qui est capitale pour lui, qui va laisser donc des traces parfois très profondes dans l'adulte qu'il sera demain. Donc attention aux jeunes ados avec le cannabis. On va tout de suite partir en France. Notre correspondant là-bas, Maurice Cessé, continue son travail au quotidien, puisque le ministre des Outre-mer, comme on l'appelle, le ministre des Colonies, sera en Guadeloupe demain. Mais en attendant, il a rencontré, Maurice Cessé l'a rencontré. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord qui est en train de se mettre en place avec l'AFD, l'Association française de développement, et le reportage nous vient directement de Paris. Et je vous rappelle que demain, M. Karenko sera à Pointe-Noire, puisqu'il viendra pour l'inauguration de la maison Philogène, voilà, je cherchais le nom, voilà, le centre Philogène qui se trouve à Pointe-Noire, centre musical et audiovisuel. En attendant, on retrouve Maurice Cessé à Paris. Beaucoup des projets qui ont été proposés, qui ont été présentés aujourd'hui, ont vu le jour avant votre nomination à ce poste. L'actualité semble dire que peut-être certains des projets à venir ne connaîtront pas votre présence à ce poste également. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment le suivi sera effectué ? Moi, je suis là au moment donné, à un temps donné, avec une seule idée, un seul devoir, c'est de pousser tout ce qui crée. Alors, je prends ce qui arrive, ce qui était là, et j'aide à accentuer, à aller plus vite, à me faire plus loin, plus fort. J'en prends de nouveaux pour essayer de les faire naître. Et puis mes successeurs, j'espère qu'ils feront comme moi. Donc il ne faut pas, vous savez, quand vous êtes là, il ne faut pas avoir d'instinct de propriété. Juste un instinct de servir.
c'est déjà pas mal. Il est intéressant de connaître les critères de l'AFD pour savoir quel projet bénéficie des financements, mais le ministère des Outre-mer, comment lui cerne les projets les plus urgents pour les Outre-mer? J'ai des projets d'abord entre guillemets de santé publique, donc sur les sargasses et le chlordécone notamment. Bon, là-dessus, moi je suis content de dire, vous n'allez pas me croire, mais je suis content de dire qu'on a tourné une page. On est maintenant dans une réalisation qui avance, qui le fait, voilà. Donc on arrête de réfléchir. On arrête de réfléchir. Sur les sargasses, on a un plan d'investissement à 3 ans. Évidemment que l'AFD sera sollicité. Ça, c'est sûr. Je mets ça dans les infrastructures publiques. Après, choisir entre telle ou telle entreprise, j'ai l'ambition de croire que c'est pas à moi de le faire. Qu'il y a des gens qui connaissent mieux l'économie que moi, qui savent mieux analyser les projets que moi, qui savent mieux regarder le risque financier que moi. Sur le risque financier, en général, je couvre l'AFD, donc ça va. Mais voilà, c'est pas... Laissons de côté l'idée que c'est le politique qui décide qu'est-ce qu'il faut produire. Voilà, 12h53, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des infos. Et nos prochains invités, on va parler tout à l'heure avec Aline Mijouen, on va parler en autant. Pointant, pour nous garder, nous, on parlera effectivement d'optique. Tout de suite, on vous remercie déjà d'être avec nous et pas aller loin, puisqu'on va commencer dans un petit moment. Je lance le sujet. Voilà, nous retournons sur notre plateau du ZCL News, il est 13h02. Oui, le temps de tirer le jalapli là, et c'est toujours moi, c'est en direct, que c'était pas un enregistrement tout à l'heure, c'était bien moi. Et Iman est là, elle va faire un petit retour sur l'actualité et développer probablement un titre. Retour sur l'actualité, on a déjà parlé de la remise des livres pour les vacances pour ces enfants du CM2 de l'école de Goyave qui vont profiter des vacances pour pouvoir lire, ainsi que des adolescents et du cannabis où une conférence avait lieu sur Cap Excellence en lien pour trouver des moyens, des mesures préventives pour pallier à cette addiction. On parle maintenant de l'enquête périnatale en lien avec l'ARS pour permettre de trouver, d'évaluer la santé des femmes enceintes et de leurs bébés. On voit un reportage de Charlie Dagonia. On ne fait pas ce type d'enquête pour ne pas en tenir compte. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de boucler la rédaction du schéma régional de santé pour les 5 prochaines années. Il est évident que ne pas intégrer les enseignements de cette enquête dans ce schéma serait une faute professionnelle et donc je ne m'apprête pas à commettre. Oui, nous intégrons bien évidemment les enseignements de cette enquête à nos politiques publiques et à l'adaptation de ces politiques aux caractéristiques du territoire. En avant-première, donc je vous le dis, dans le prochain schéma régional de santé, il y aura un chapitre santé de la femme et de l'enfant, et plus spécifiquement autour des 1000 premiers jours de cet enfant. Pendant une semaine, au mois de mars 2021, toutes les naissances de plus de 22 semaines de grossesse, soit 5 mois et plus de 500 grammes de poids de naissance, ont été analysées dans l'ensemble de l'Hexagone et puis dans les départements et régions d'outre-mer. Ça a duré plus longtemps sur la Guadeloupe pour avoir des plus grands effectifs, donc ça a duré 8 semaines de plus. Et puis l'ensemble aussi des naissances du niveau national a pour la première fois bénéficié d'un questionnaire 2 mois après la naissance pour toutes les mamans qui le voulaient. Les caractéristiques populationnelles qu'on connaît déjà se retrouvent bien dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire une surreprésentation de la précarité, une surreprésentation de l'obésité, problématique de santé mentale de la mère au cours de sa grossesse et au cours des 2 premiers mois de l'enfant. Tout ça, quand on les relie aux problématiques de précarité et de problèmes de santé de type obésité, diabète, hypertension. C'est vraiment la première fois que c'est décliné dans l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, avec du coup des effectifs qui sont suffisamment importants pour qu'on ait des données analysables à l'échelle de notre territoire et comparables avec les autres territoires d'outre-mer et puis l'Hexagone. Il y a effectivement des points positifs, ils sont au moins au nombre de 2.
On a donc une bien moindre représentation du tabagisme chez les mamans sur nos territoires. Plus de 10 points d'écart avec l'Hexagone. Et on a également une surreprésentation de l'allaitement maternel, puisque 92% des mamans allaitent leurs enfants et elles sont presque 72% à continuer à les allaiter 2 mois plus tard. Oui, voilà, il est 13h05 et bien sûr, on regarde l'heure, mais on regarde aussi notre chroniqueuse opticienne et on lui dit bonjour, Aline. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Générique, c'est parti. Vous avez compris, donc nous avons pointant. Regardez-nous. Alors, Aline, on est à la période des vacances, bien sûr, et c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Exactement. Et donc, on est en détente, on constate souvent que les écrans restent très présents. Malgré tout. Oui, alors quels sont les conseils primordiaux qu'on peut donner? Alors, c'est vrai que l'époque des vacances, c'est, comme on l'a dit, c'est le moment de la détente, mais c'est vrai que les écrans restent encore, malheureusement, très présents dans le quotidien. Et pas seulement des adolescents, puisqu'on voit à quel point certaines applications prennent de plus en plus de place dans nos vies. Tout à fait. Et en fait, l'idée déjà, c'est que pendant les vacances, c'est profiter du fait que qu'on soit en vacances pour un peu s'en détacher. Et c'est vrai que dire à un ado de déposer son portable, c'est peut-être compliqué à faire, en tout cas pour lui. Mais si on lui propose déjà des activités extérieures, et la période des vacances est favorable à ça, on a des sites merveilleux en Guadeloupe. Donc l'idée, c'est déjà de profiter de tout ce qui nous est proposé pour pouvoir proposer des activités extérieures, proposer des choses différentes qui nous permettent petit à petit de nous détacher de notre portable. Mais si pour des raisons particulières, par exemple au niveau du travail, nous sommes amenés à devoir les utiliser, nous devons utiliser la règle des 3-20. Les 3-20, c'est quoi? C'est prendre une pause toutes les 20 minutes de 20 secondes où on va regarder quelque chose qui est à 20 pieds. Alors 20 pieds, ça correspond globalement à 6 mètres. Donc les 3-20. 20 minutes, toutes les 20 minutes, on lève la tête 20 secondes. C'est pas énorme, pour regarder quelque chose qui est en fait le plus loin possible, de manière à pouvoir solliciter aussi notre vision de loin. Parce qu'en fait, quand nous travaillons sur un portable, quand nous travaillons en vision de près, nous bloquons notre accommodation et nous pouvons créer des fatigues visuelles et pour les plus jeunes, nous mettre en situation de myopie permanente et d'augmenter ainsi la myopie. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir relâcher petit à petit cette accommodation et de pouvoir laisser le système visuel fonctionner à la fois en vision de loin et à la fois en vision de près. Il y a une deuxième résolution? Une deuxième résolution, oui. Alors, on sait souvent que les vacances est aussi synonyme de soleil, c'est aussi synonyme de plage. Alors, ce sont des choses que... Les bonnes résolutions, c'est souvent... On a des périodes particulières où on les prend. Début d'année, début de vacances. Donc, pendant les vacances, c'est aussi l'idée de pouvoir bien se protéger au niveau du soleil. Ce sont des choses que nous répétons assez régulièrement au niveau de notre chronique. Mais on se rend compte que malgré qu'il y ait des informations, malgré qu'on ait un certain nombre d'informations qui sont données, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui utilisent encore des lunettes qui ne sont pas totalement appropriées pour les activités qu'ils sont amenés à avoir. Donc, j'invite à utiliser les bonnes paires de lunettes, déjà de se protéger quand il faut le faire, se protéger avec les bons produits. Naturellement, les bons produits, on les trouve chez les opticiens qui peuvent vous donner les conseils qui sont adéquats pour pouvoir utiliser les bons produits. Quand je parle de bons produits, quand par exemple on va en mer, on aura une protection beaucoup plus importante que celle qu'on aura quand on va se balader, par exemple, en ville.
Il y a effectivement au niveau des propositions au niveau solaire un certain nombre de propositions avec des verres de couleur, avec des verres roses, des verres bleus. Donc on est plus dans de la fantaisie. Donc utiliser effectivement ces lunettes-là dans le cadre de peu d'ensoleillement, puisque souvent ce sont des verres qui filtrent moins les UV, mais au niveau de la luminosité qui va moins filtrer la lumière qui rentre dans l'œil. Donc, ça veut dire, Aline, que les lunettes qu'on vend dans la rue, à la rue Fouébou, par exemple... ce ne sont pas des lunettes de soleil. Ce ne sont pas des lunettes de soleil. Moi, j'estime que ce ne sont pas des lunettes de soleil. Vous les utilisez comme des bandeaux, vous les utilisez comme une décoration, mais ce ne sont pas des lunettes de soleil. Elles vont vous provoquer plus de dommages qu'elles ne pourraient vous apporter des solutions. C'est ce qu'on appelle bon marché qui a coûté cher. Absolument. Oui. Et le point sur lequel j'insiste, et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté pendant nos chroniques, c'est de protéger les enfants. C'est vrai que souvent, et pour les enfants, on a tendance parfois à acheter des lunettes à bon marché parce qu'on on se dit souvent qu'il y a cassé, il y a pas de lit. Donc, on achète des choses, des pacotilles, il faut le dire. Mais pour les enfants qui ont des yeux encore plus fragiles que pour nous adultes, c'est une nécessité de les protéger, surtout quand ils passent une journée en mer. C'est une journée où ils sont particulièrement impactés par le soleil et ce sont des problèmes qui peuvent qu'on peut découvrir longtemps après. Pas forcément sur l'instant, mais qu'on peut découvrir longtemps après, d'autant plus que nous sommes sur un espace où nous sommes souvent impactés par le soleil. Et nous avons malheureusement, alors on n'a pas encore véritablement posé la loi de cause à effet, mais on constate qu'on a souvent des cataractes précoces en Guadeloupe, beaucoup de personnes qui sont atteintes du glaucome. Donc précaution avant toute chose. Alors, mais d'une manière générale, pendant les vacances, on se repose, on sort, mais aussi on mange. Absolument. Alors, est-ce que l'alimentation peut avoir une incidence sur la vision? Alors, tout à fait, tout à fait. Bien manger, c'est aussi bien manger pour bien voir. Oui. Et de la même manière qu'on va bien manger pour pouvoir se sentir bien, de la même manière qu'il est important de pouvoir choisir ses alimentations et les vacances, justement. C'est l'occasion de pouvoir faire un programme, de prendre son temps pour pouvoir cuisiner. C'est vrai que pendant la période d'activité, on n'a pas toujours à la course, donc on n'a pas toujours le temps de pouvoir poser les choses. Donc nous avons l'avantage d'avoir des paniers qui sont... On a la chance d'avoir un certain nombre de produits en Guadeloupe qui sont des produits qui sont bénéfiques. Et au niveau de l'alimentation, donc nous avons un certain nombre de choses pour les yeux qui sont importantes. On entend souvent manger des carottes pour avoir une bonne vision. Donc tout ce qui est... La carotte, en fait, c'est la vitamine A. Et tout ce qui sera dans les tons orangés, donc on entend par la giromon, nous qui étons carottes, nous qui étons mango, puisqu'à présent c'est la période des mangues, ben, il faut en manger de manière à pouvoir. Alors c'est toujours pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de vision, surtout nocturne. Donc la vitamine A, si on est en carence de vitamine A, on peut avoir des problèmes de vision nocturne. L'autre chose, c'est l'oméga 3 qu'on va trouver, par exemple, dans nos poissons. Les poissons qui sont plutôt gras, et là, qui vont gérer des problèmes un peu plus tardifs au niveau de la DMLA. La DMLA étant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui parfois peut amener à la cécité. Et donc, on a tout dans nos aliments, la vitamine C. Autant en profiter. Voilà, la vitamine C qui permet d'avoir une vision beaucoup plus confortable, beaucoup plus... Et la vitamine C, on sait qu'on la trouve dans les cerises pays. Oui, tout à fait. Dans les cerises, dans les mangues, dans tous nos fruits. Oui. Et donc, ne pas hésiter justement à se faire des repas le plus complets possible, des assiettes les plus colorées, de manière à ce que, comme dirait Yemuna Kenmouni en docteur, mais aussi que nous puissions avoir, que nous puissions en tout cas donner à nos yeux tous les éléments nécessaires pour pouvoir être le plus confortable possible. Alors, on a parlé de 2 premières résolutions, est-ce qu'il y a d'autres? Il y aura une troisième, et la troisième étant de penser à cette période de vacances, justement, pour pouvoir prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous. C'est-à-dire que... Les opticiens sont pas en vacances. Les opticiens ne sont jamais en vacances. Les ophtalmos non plus. Donc, on se plaint toujours d'avoir des rendez-vous un peu tardifs. Mais le début des vacances, c'est le moment de penser à faire le contrôle visuel, surtout pour les enfants qui vont rentrer en année scolaire. Alors, je suis désolée pour ceux qui... Je leur parle déjà de rentrée scolaire alors que nous ne sommes même pas encore sortis. J'en suis vraiment désolée. Mais
quand on est un parent prévoyant, quand on prévoit, on est beaucoup moins pris à court. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poser les rendez-vous pour tous les contrôles, d'autant plus que pour les enfants, un contrôle est nécessaire chaque année. Bien voir, c'est bien lire, c'est bien écrire. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire ce petit bilan et d'être prêt pour, à la fois pour les vacances, puisque quand on voit bien, on arrive à apprécier plein de choses, et à la fois pour les rentrées prochaines et pour tout ce qu'on a à voir par la suite. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps ici deux personnages, deux écrivains et en même temps peintres, photographes, etc. Je parlais d'Antoine Nabajot et Edgar Ferrus. Ah oui. Ils ont fait un livre magnifique, vraiment magnifique, hein, L'art de voir. Et le finissage aura lieu puisqu'ils ont inauguré le bouquin chez toi. Absolument. Alors, en fait, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Nabajot donc pour cette 3e édition de l'Art de voir. Et donc samedi 1er, nous faisons donc la clôture de la résidence d'Antoine Nabajot au magasin. Nous aurons le plaisir d'avoir au magasin Edgar Ferrus et Antoine Nabajot qui seront en dédicace pendant toute la journée, donc de 11h jusqu'à 19h au magasin. Nous aurons plein de belles surprises. Nous ferons la fête autour d'Antoine Nabajot et d'Edgar Ferrus. Et donc, j'invite tout le monde à venir découvrir d'ailleurs la nouvelle collection qu'Antoine va exposer au magasin. Parce que c'est un finissage. Mais Antoine fait toujours les choses de manière particulière et toujours dans cette grande générosité. Mais il nous donnera l'avantage de découvrir de nouvelles toiles qui sont, il me semble, en rapport avec le chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, c'est le nom de leur livre, qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Donc, j'invite à venir. Ça nous permet d'entrer dans de nous ancrer dans notre culture guadeloupéenne. Et Edgar Ferrus et Antoine Nabajot, c'est un vrai beau duo. Avec Opticaline. Alors, moi, j'ai envie de dire quand même que Opticaline, c'est une espèce de tiers-lieu. C'est un tiers-lieu, mais c'est surtout un espace à travers l'art de voir. C'est un endroit quand même où on voit, mais on voit autre chose que des lunettes. Absolument. Oui. En fait, l'idée de l'art de voir, c'est déjà de donner un espace de visibilité à nos artistes, un autre espace de visibilité, de permettre à l'art de nous rencontrer à des espaces où nous ne serions pas amenés à le voir. Et quand je dis vulgariser, c'est dans le terme vraiment noble du terme. Populariser l'art. Et nous avons des personnes de grande valeur en Guadeloupe. Et ça nous permet de voir à quel point que nous avons des talents, que nous sommes forts, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, que nous sommes forts, que nous sommes bons, que nous sommes... Parce qu'on nous montre souvent sur des aspects négatifs, mais nous avons vraiment de vraies belles valeurs et nous avons de quoi être fiers de notre Guadeloupe et de pouvoir continuer. Et de nos artistes. Voilà. Et je me permets, dans cette notion de fierté, de saluer monsieur Sébastien, qui est sur Basse-Terre, qui est le premier ouvrier de France en lunetterie. Ah oui, en lunetterie. Et rouleau bravo, bon nous. Je suis content. Rouleau bravo, bon nous, et nous sommes vraiment fiers. On trouve ces lunettes chez Opticaline? Alors peut-être pas pour l'instant. Ça pourrait se faire peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, félicitations. C'est là qu'on voit aussi que nous avons de vraies belles valeurs en Guadeloupe. Et je suis fière de Sébastien. Châtelard, voilà, Châtelard, exactement. Et donc, ce qui manque à Opticaline peut-être maintenant, c'est du théâtre. Du théâtre, oui, mais le théâtre y est fatalement présent, mais bon, de façon plus subtile. En tout cas, merci Aline. Merci. Bonnes vacances, c'était la dernière chronique de... C'était la dernière, merci encore. On se retrouve à la rentrée quand même. Si vous le voulez bien. On a besoin de bien voir. Merci en tout cas. Merci pour cette chronique. Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir mettre en valeur notre métier, à savoir le métier d'opticien. Et de pouvoir montrer aux autres que nous ne sommes pas que des vendeurs de lunettes. Ça me tient à cœur de montrer que vendre des lunettes, ce n'est que le sommet de l'iceberg au niveau de l'optique et que nous avons plein de choses que nous faisons au sein de notre métier que nous voulons faire découvrir. Alors, RCI, c'est la vie. On va dire Opticaline, c'est la vue. C'est la vue, absolument. Merci en tout cas. Voilà, 13h19, on retourne vers Iman News parce que souvent elle a des informations à nous donner. Elle meurt d'envie de parler. On vous écoute, Iman. Alors, on va parler de Rihanna. Rihanna qui met son influence au service des victimes climatiques. Elle a fait un don de 13 millions aux communautés victimes de réchauffement climatique. 13 millions, c'est quand même énorme. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et le but, c'est de lutter contre les effets du changement climatique en rendant le système plus équitable et en évitant l'endettement lié aux catastrophes naturelles pour
les îles en fait de la Caraïbe. Donc c'est tout. Alors il faut rappeler que Rihanna, elle n'est pas de Marie-Galante, non? Non, elle est de la Barbade. Elle est de la Barbade. Elle est de la Barbade. Et sa première ministre, Mia Mottley, était la semaine dernière en France et elle a fait vraiment une vraie démonstration de son petit pays, 450 km², à peine plus grand que Marie-Galante, et qui est indépendante depuis 1966, et a fait vrai appel pour justement la transition climatique et pour la préservation de l'espace et surtout du ciel, de la mer, de tout ce qui nous entoure. Et ça aussi, ça montre que les artistes, mais aussi les gens de la Caraïbe, même comporter et ça, c'est très bon. On revient à l'actualité française avec une nouvelle rencontre de Maurice Cessé. Maurice Cessé, c'est notre correspondant à Paris. Cette fois-ci avec M. Rioux de l'AFD qu'on a aperçu tout à l'heure. Interview, c'est parti. Monsieur le ministre des Outre-mer a évoqué les chantiers qui ont été réalisés pour le traitement de l'eau et notamment pour l'infrastructure de l'eau en Guadeloupe. Et vous disiez simplement qu'il y a des budgets qui ont déjà été mis par l'AFD. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, on a engagé 25 millions d'euros d'investissement pour l'eau en Guadeloupe, avec nos collègues d'ailleurs de la Banque des Territoires, sous l'impulsion évidemment, dans le cadre de la politique définie par le gouvernement. Et puis vous savez, l'AFD travaille dans 150 pays dans le monde, et donc on a des grands experts de la gestion de l'eau, de l'assainissement aussi, qui sont capables d'amener en Guadeloupe les nouvelles technologies, ce qui se passe dans les pays voisins. On sait aussi l'urgence de la situation de l'eau et de la gestion des eaux à Mayotte. Donc on se mobilise aussi. Enfin, c'est un problème, la gestion de l'eau, vous savez, qui est mondial, qui est d'ailleurs, avec le réchauffement climatique, devant nous aussi. Donc il va falloir absolument investir, comprendre, changer nos façons aussi de gérer l'eau, de la produire, de la consommer. Et ça passe aussi par de l'innovation, de la bonne gestion, de l'investissement dans les territoires ultramarins de la République. Encore une fois, pour leur bien propre, pour leur intérêt propre, mais aussi pour cet échange important sur ces questions de développement durable qui sont le grand enjeu des avenirs et des décennies qui viennent devant nous. Oui, c'était ça un peu l'idée de la question, c'était de savoir quels sont les critères qui permettent à l'AFD de choisir des thèmes et des chantiers dans lesquels investir en Outre-mer. Alors je dirais c'est d'abord notre compréhension fine, la plus fine possible de la situation locale, du contexte local. Donc vous voyez, nous on est une banque publique de développement, c'est pas nous qui choisissons finalement les secteurs dans lesquels on intervient. On cherche à permettre des impacts de développement, que la situation des populations s'améliore, qu'on crée de la valeur économique et de la valeur sociale. Et donc pour ça, il faut beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, beaucoup de dialogue avec les autorités locales, publiques et privées, pour bien comprendre où est le verrou en fait. Où est-ce qu'il faut masser les choses, où est-ce qu'il faut investir de telle sorte que ça libère ce potentiel. Donc ça part de la demande. Et puis après, évidemment, on est une banque, donc on fait notre analyse, on est une banque publique de développement, donc on a des capacités d'ingénierie technique, encore une fois, nourries de nos activités dans le monde entier, un peu comme la Caisse des dépôts. Et on a ce dialogue. Voilà l'AFD qui prend un certain nombre de dispositions et de mesures pour nous aider. On verra ça dans le concret. Car un coup, je vous le dis, sera en Guadeloupe demain. Peut-être qu'il faudra lui poser la question, savoir qu'est-ce qui va être fait réellement pour la question de l'eau. 13h23, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Pas à Pas, face à face, avec Miguel d'Aubergne. Elle est déjà là. À tout de suite. Il est 13h30 et les deux dernières femmes de la journée sont arrivées. Je vais parler de Miguel d'Aubergne. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on fera le face-à-face, le faire-face. Et puis, depuis longtemps qu'on attendait, Sarah Justé-là, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, toutes les deux. C'est notre femme qui va faire, Iman News, qui va faire le rappel des titres de la formation du jour. C'est parti. On ne parlera pas de l'appel à témoins dont on vient de parler. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie de l'actualité. Absolument. Oui, je dis ça. Tout à fait. Alors, nous avons déjà abordé la remise des livres qui a eu lieu à Goyave pour les enfants du CM2 afin qu'ils puissent progresser en lecture. Nous sommes allés aussi sur cette conférence de Cap Excellence en lien avec le cannabis et l'addiction
l'adolescence. Nous sommes rendus sur le séminaire périnatal et l'enquête qui a été faite auprès des femmes enceintes et de leurs bébés. Nous parlerons tout à l'heure du symposium sur les matériaux durables sur la commune de D qui a cours jusqu'à dimanche. Voilà. Voilà, je l'ai dit, on va terminer le ZCL avec des femmes. On commence par celle-là, bien coiffée aujourd'hui. Elle n'a pas de mari-tête, le mari-tête est de l'autre côté. Hier, il y avait un super mari-tête. Hein, hier. Ouais. Comment s'appelait la dame? Estelle Kouézi, c'est une modéliste. Ouais, très jolie. C'était top. Bon, alors, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le pas à pas, on va commencer par quoi? Alors, je crois que nous sommes tous préparés, épreuve après épreuve, année après année. Et j'ai raconté la dernière fois que j'avais vécu à l'âge de 15 ans une magnifique présence. Et c'est vrai que pour moi, je croyais que c'était un rêve. Bon, quelques années après, je verrai que ce n'est pas un rêve du tout. Et à l'âge de 19 ans, quelques mois après que ma tante m'ait mise dans un appartement, je me suis retrouvée toute seule, donc j'étais jeune adulte. Je me suis retrouvée à l'hôpital et je n'ai jamais su jusqu'à présent, je n'ai jamais su qui m'avait amenée à l'hôpital. Et en fait, quand je me suis réveillée, le médecin me dit que vous auriez dû mourir. Vous êtes un vrai miracle. Et là, je ne comprends pas. Et il me dit que j'avais une pleurésie et que vu dans l'état physique dans lequel j'étais, il m'était impossible d'être là. Qu'est-ce qui t'est passé? J'ai eu une pleurésie et j'étais... je peux pas. J'ai 3 jours, en fait, de ma vie. 3 jours. C'est un trou noir. C'est vraiment un trou noir. J'ai même pensé à faire de l'hypnose il y a très longtemps. Et puis, du coup... je me suis dit que, je ne sais pas. Il y a une spécialité de l'hypnose à côté. Voilà, voilà. Mais il y a 3 jours de ma vie, à l'âge de 19 ans, ou 3 jours où c'est un trou noir. Voilà, c'est un trou noir. Donc j'ai accepté le fait que le médecin me dise que j'étais un miracle, mais je n'ai pas compris à l'instant T vraiment ce que ça voulait dire un miracle. Je me suis dit, j'étais sauvée, tant mieux, puis voilà, je suis partie. Quelque temps après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 8 ans, et 8 ans de vie, un bonheur parfait, vraiment. Et j'appelle ce moment le temps de repos, vraiment, où j'ai eu l'impression que mes assaillants, que tous mes agresseurs avaient été mis de côté, que quelque part, c'était un moment de répit pour moi. Et j'ai vécu vraiment un amour alors inconditionnel, on pourrait dire aussi, mais c'est un amour sans... C'est quelqu'un qui m'a aimé, qui m'a porté, qui m'a mis sur un piédestal, qui m'a vraiment tout donné, sans intérêt, qui m'a guidée, vraiment qui m'a guidée et qui m'a permis de comprendre que j'étais quelqu'un, que je n'étais pas celle dont on parlait quand j'étais petite. Et il n'y avait pas de violence. Donc vraiment, j'ai vécu 8 années vraiment de bonheur. Et un jour de Pentecôte, je me suis réveillée et je me suis révélée à moi-même en regardant une émission. Je pense que je me suis endormie et en me réveillant, c'est comme si j'avais eu l'esprit qui avait été réveillé. J'ai compris qu'à l'âge de 8 ans, ce que j'avais subi, c'était un viol et que j'avais été violée par mon beau-père. Et je pense que mon subconscient l'avait vraiment enfoui pour me protéger. Je pense que c'est souvent ce qui se passe dans les violences les plus tragiques. On essaye de penser à autre chose. Voilà. Et le subconscient m'a un peu... Mais qu'est-ce que vous avez appelé subconscient? Alors, c'est le pouvoir de nos pensées. Il faut savoir que le subconscient gouverne nos vies. Et le subconscient, en fait, il fonctionne sans raisonnement logique. Et il va accepter, en fait, il accepte les suggestions, qu'elles soient vraies ou fausses. Et il les intègre comme des vérités. C'est-à-dire qu'on va parler de faux raisonnement. Et le faux raisonnement, pour moi, c'est lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas intelligent, que vous êtes bête, que vous n'allez jamais y arriver, que, je sais pas moi, vous voulez devenir chef d'entreprise. Oh, toi, chef d'entreprise, non mais t'as pas l'épaule. Voilà, donc on va vous dénigrer. Et en fait, ces faux raisonnements, quand on les intègre et quand on les intègre vraiment, c'est-à-dire qu'on croit finalement à ce qu'on nous a dit, et surtout quand on est tout petit, on croit, ça nous dévie
de notre axe, ça nous dévie de notre destinée. On finit pas croire qu'on est bête, quoi. Oui, parce qu'en fait, moi, tout le temps, je me suis dit, bon, j'y arriverai pas. Je me suis dit, bon, on m'a dit que de toute façon, j'étais pas belle, que j'étais pas ci, que j'étais pas là. Et en fait, je me suis révélée, moi, j'ai passé mon permis moto, j'ai passé mon permis voiture, j'ai eu du premier coup, j'ai repris mes études. Il y a eu tellement de choses qui me sont arrivées que je me suis dit, je suis capable. Enfin, donc, les mauvaises choses qu'on m'avait dites, les mensonges qu'on avait mis sur mon dos, qu'on m'avait fait porter toute ma vie, m'ont été révélés que c'était faux. Donc, mais j'avais encore du travail parce qu'en fait, ça détruit quelqu'un. Vraiment, ça détruit quelqu'un. Et si on se dévie de nos destinées, finalement, après, on ne sait plus qui nous sommes et on se dévie et on s'éloigne aussi de la vérité, de qui nous sommes et de ce que nous faisons sur cette terre. Quelle est notre mission? Parce qu'on a tous une mission, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est pour ça que je dis que nous sommes tous préparés et je pense vraiment que les épreuves nous préparent. Oui. Vraiment. Alors, quand vous dites réveiller comment? Alors moi, je pense profondément, et c'est par ma foi, vraiment avec tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai été sauvée à plusieurs reprises, et c'est vraiment à l'âge de 47 ans que j'ai pris connaissance de tout ce qui était miracle, de tout ce qui était de ma vie, en fait. Et je me dis vraiment que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Et je pense que nous sommes tous endormis, et il y a un moment donné, il n'y a que Dieu qui peut nous réveiller, d'une façon ou d'une autre. Alors il y a des gens qui ne sont jamais réveillés, hein, mais nous sommes tous réveillés. Et c'est vrai, cette force que j'ai puisée dans l'amour que j'ai eu petite, ce cœur que j'ai voulu expulser tout le mal qu'on m'avait fait au fur et à mesure, pour que mon cœur devienne le plus pur possible, le plus pur, le plus intègre. C'est vrai que je me définis comme ça aussi. Je pense que ça m'a sauvée. Et si je suis arrivée là, je pense que beaucoup d'autres personnes peuvent y arriver. Ils peuvent. D'accord. Ils peuvent. Alors, peut-être une petite anecdote pour conclure? Ah oui, quelque chose de très sympa. Je devais avoir 20 ans et j'étais avec mon amie Yasmina. Nous sommes allés aux Acédiques. À l'époque, c'était les Acédiques. Maintenant, c'est Pôle emploi pour les jeunes. Elle regarde une annonce et elle me dit... ah, tiens, délégué médical. Et là, je lui dis, mais non, c'est un bac plus 2. Moi, j'ai même pas le bac, donc non, pas possible. Alors, petite aventure quand même. Il faut juste savoir que 11 ans après, je vais devenir délégué médical. Hein. Donc, c'est toujours les mêmes conditions d'obtention du bac. Et elle me dit après, tiens, il y a une annonce pour être délégué pharmaceutique ou technico-commercial santé. Et là, je dis, bon, pourquoi pas? Et elle me dit, mais tente. Je dis, oui, mais là, il faut le bac. Je dis, mais tente. Donc, j'ai prié. J'ai beaucoup prié, et avec le cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de reprendre le cours de ma vie. Ma tante m'a arrêtée au bac en janvier. Un jour, tu vas plus au lycée. Et là, j'ai tenté, j'ai appelé l'école. Et j'ai eu une incroyable vérité, vraiment sur une feuille posée, vraiment un justificatif qui validait un bac G3 que je n'avais pas. Ah bon? Non, mais c'est pour ça que je vous dis, ma vie est tout un miracle. Et vraiment, il y a des choses, moi je suis sûre, moi j'appelle à témoin à toutes ces personnes qui me voient, qui me regardent. Regardez toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés, toutes les choses impossibles dans lesquelles vous étiez, et regardez par où vous êtes passés, et dites-vous si vraiment, de vous-même, vous auriez pu vous sortir de là seul. Et après, je crois qu'on pourra avoir un débat. Ça, c'est clair. Et donc voilà, et j'ai été prise dans cette formation. J'ai été première de ma promo. J'ai eu mon job avant même d'avoir été diplômée. Et je fus numéro 1 France pour ce laboratoire, alors que c'était ma première formation. Et vraiment, quand je suis arrivée sur le secteur, c'était 11 départements. Et le secteur avait été bousillé. Excusez-moi, je connais le nom du monsieur, je ne veux pas le dire, mais il avait bousillé le secteur, je ne sais pas pourquoi. Et quand je suis partie au bout de 2 ans de ce secteur, parce qu'après j'ai été chassée par d'autres laboratoires, mes pharmaciens m'appelaient le soleil. Ils étaient tellement désolés que je parte parce que vraiment, en plus de mon sourire, voilà, parce qu'antillaise, voilà, on apporte le sourire quand même dans le cœur des gens. J'avais cette envie de réussir et je voulais absolument défaire tout ce qui avait été dit et fait sur ma tête, tout simplement. Oui. Voilà. Ça veut dire que l'univers quand même vous protégeait, j'imagine. Ah, la main de Dieu était sur moi, c'est clair, et la main de Dieu est sur chacun d'entre vous. Donc si vous demandez à ce que Dieu vienne vous protéger, il est là, il vient. Voilà.
le dernier mot on peut dire aux téléspectateurs? Vraiment, je dis que le résultat, que ce que toi tu vis en ce moment, que tu me regardes, enfant, adulte, jeune adulte, ancien, peu importe, le résultat de ta vie, c'est le résultat de tes pensées passées. Et en fait, il faut défaire ces pensées, il faut qu'elles soient priorisées dans la vérité, vraiment. Ne plus dire « je ne suis pas intelligent, on m'a dit ça », non, je suis intelligent, je vais réussir. Et non, voilà, positiver sa vie. Et il est important de rester vraiment dans cette vérité pour soi, pour montrer aux autres et pour montrer à ceux qui ont voulu faire du mal que ce n'était pas vrai, qu'ils étaient dans le mensonge. Miguel, merci. Voilà. Restez là, ne bougez pas, puisque je reçois Sarah Juste et je vais demander à Sarah Juste, qui parle à sa tête, qui sait parler à la tête des autres aussi, ce qu'elle pense de ce qu'elle vient d'entendre. Bonjour à tous. Alors, parler à la tête des autres, je ne sais pas. Parler à la mienne, sûrement, puisque j'ai compté, on est environ 22 là-dedans. Mais bon, je rigole, mais on est plusieurs. Ce que je pense de ce que je viens d'entendre, alors je n'irai pas sur le terrain religieux parce que je ne suis pas du tout là-dedans. Quoi qu'il en soit, la foi, je suis d'accord. Et ce sur quoi je suis véritablement d'accord, c'est l'idée que les épreuves nous renforcent. Après, j'ai envie de faire passer le message que aussi on se renforce, mais il y en a qui ne s'en sortent pas forcément. Oui. Et je suis OK avec ça parce que ces personnes-là n'auront pas forcément rencontré sur le chemin les outils, les méthodes, les personnes dont elles avaient besoin pour sortir de ce mauvais pas. Mais oui, effectivement, les épreuves, pour moi, nous renforcent. Alors, Sarah, comment on passe de l'ombre à la lumière ? Comment on passe de l'ombre à la lumière? Eh bien, il fallait participer à cet événement, ce séminaire du 11 juin de dimanche, il y a à peu près 2 semaines et demie, pour savoir comment on passe de l'ombre à la lumière. Mais bon, comme je suis là, je vais vous en dire un petit peu plus. Oui, un petit peu. Voilà, un tout petit peu, parce qu'on est déjà en préparation de la deuxième édition. Donc, si on vous dira. Restez connectés, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Mais on verra, mais on est déjà là-dessus. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ombre, ce sont les mauvaises, entre guillemets, aventures de la vie, mais ça fait aussi partie de la vie, parce que la vie, ce n'est pas, comme on dit, un long fleuve tranquille. Hein. L'idée, c'est vraiment considérer les hauts et les bas et réduire l'espace qu'il y a entre les hauts et les bas pour arriver à un équilibre. Et pour ça, comme on le fait, c'est d'abord prendre conscience de ce que l'on vit et ensuite à mettre en place une stratégie grâce à des méthodes, des outils pour aller vers la lumière. Alors la lumière, c'est bien évidemment réussir, mais c'est utiliser ce qu'on a vécu lors de nos épreuves. Moi, j'appelle ça être assise au fond du trou, au fond du puits. C'est comme ça que je me vois en position de Bouddha, assise au fond du puits, en train de me dire, bon, ok, la situation est là, je l'accepte d'abord, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je n'ai pas toujours réponse au pourquoi, mais en tout cas, je suis là en train de me découvrir. C'est à ce moment-là que moi, je me rencontre, puisque dans les difficultés, c'est là qu'on voit qu'on est capable d'accepter et d'avancer vers autre chose. Et c'est grâce à ce moment de réflexion sur soi, mais grâce aussi à toutes les personnes qui nous entourent, à toute la stratégie qu'on aura mise en place, qu'on va arriver peu à peu de sortir de cette ombre pour arriver vers sa lumière. Je tiens à dire sa lumière de manière très personnelle et individuelle, puisque chacun est unique. Et non ce côté normalité. Souvent, les gens disent qu'ils sont différents, mais en fait, la différence, c'est ce qui devrait être normal, puisqu'on est tous différents, et c'est ce qu'on devrait appeler la normalité. Donc c'est pour ça que je dis passer de l'ombre à sa lumière. Alors, Sarah, juste, vous avez écrit cet ouvrage, je ne lis pas là, mais enfin, on le connaît, je parle à ma tête, qu'un ouvrage qui permet à quelqu'un d'arriver à ses objectifs, c'est un petit peu ça. Alors, vous avez accompagné 2 Miss Guadeloupe. Alors, j'ai accompagné Miss Guadeloupe 2021, Ludivine Edmond. 2021, c'était Ludivine Edmond. Oui, et j'ai accompagné aussi Indira Ampio. Alors, quand vous les accompagnez, qu'est-ce que vous faites avec elles, en gros? Sans entrer dans tous les détails. Bien, écoutez, déjà, on prend conscience, on part toujours d'une prise de conscience, puisqu'il va y avoir un changement. De toutes les façons, la vie, c'est un éternel changement. C'est la seule certitude que l'on a. Oui. Donc, on prend conscience de la situation dans laquelle on est et on définit ce qu'on a comme objectif. Donc là, pour le coup, on est sur l'élection de Miss Guadeloupe et on va mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, une stratégie basés sur des outils de relaxation, des outils de visualisation, des outils de définition d'objectifs pour atteindre justement cet objectif. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le séminaire Happiness?
Le séminaire Happiness, c'est une journée pour les femmes. Je tiens à le dire, c'est une journée pour les femmes. Mais interdit aux hommes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'elle n'est pas interdite aux hommes. En fait, elle n'est pas vraiment interdite aux hommes. La journée, elle n'est pas du tout interdite aux hommes. Bien au contraire. Tous les hommes qui ont envie de venir voir comment ça se passe, venir comprendre comment on fonctionne, j'ai envie de dire, nous les femmes, sont invités. C'est un séminaire pour les femmes parce que je considère qu'il n'y a pas assez d'espace. On devrait tous les jours... peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, de manière régulière, avoir un espace sur une journée, 2 journées, je n'en sais rien, mais complètement dédié à la femme et ses besoins, ce dont elle a besoin au moment où elle arrive au séminaire. On rentre dans la bulle, puisque moi, je le dis souvent, je vis dans une bulle. Quand je parle à ma tête, on est dans une bulle. Je reviens de temps en temps voir ce qui se passe par ici. Je fais ce que j'ai à faire et je repars. Mais en tout cas, rentrer dans cette bulle de femmes et voir tout ce qui existe pour les femmes, pour qu'elles soient réconfortées, qu'elles entreprennent un début de transformation et qu'elles ressortent de la bulle prêtes à affronter les nouvelles épreuves et réussir. Alors, pourquoi la journée du 11 que j'ai ratée, malheureusement, était unstoppable? Alors, c'était la première édition. Oui. Ça va vous paraître, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma manière à moi de voir. Moi, je suis née un 11 novembre. Et cette année, j'avais décidé que tout ce que je ferais serait le 11 et il y aurait des 11 partout. Et quand j'ai réfléchi à la journée avec l'objectif que je voulais pour cette journée, c'est une journée vraiment centrée sur la femme et son bien-être, m'est arrivé le mot unstoppable. Et si vous comptez les lettres, il y en a 11. Donc pour moi, c'était évident. Oui. Alors, on m'a posé la question de savoir si la deuxième édition, il y aurait un mot en 11. Oui. Pas forcément. Cette année 2023, c'était 11. Oui. Et unstoppable, ça coïncidait complètement avec ce que j'avais envie. On ne pouvait pas arrêter. Voilà. Alors, quand même, inarrêtable, ça, 11 mots. C'est exactement ça. Et inarrêtable, ce n'est pas tout droit, sans problème, et je réussis. Pas du tout. Inarrêtable, c'est je vis des épreuves, je surfe sur la vague et je réduis encore une fois cet équilibre entre le haut et le bas pour arriver à un état stable. C'est vraiment ça, être unstoppable. C'est ce que moi j'appelle unstoppable. Vous êtes là, les gens qui n'ont pas encore lu votre livre, Je parle à ma tête, et je pense que Miguel se fera un plaisir d'avoir ce bouquin quand il sera disponible. Il sera disponible dans combien de temps? Alors, j'ai une commande qui arrive d'ici une semaine. Mais il ne reste qu'une dizaine. Il reste une dizaine, alors. Et ça a permis à des femmes d'atteindre leur objectif. Mais vous-même, vous avez atteint vos objectifs? Alors, comment est écrit ce livre? Ce livre est basé sur des témoignages d'enfants que j'ai accompagnés dans le milieu scolaire, de nageuses artistiques que j'ai accompagnées dans le domaine artistique, de nageurs que j'ai accompagnés dans la natation course, et aussi de femmes que j'ai accompagnées en développement personnel. Ça, c'est la première partie. Il est important de mettre une partie témoignage pour que celui qui lit, le lecteur, se dise « Ah, ok, mais j'aurais pu écrire cette histoire-là parce que ça me ressemble vraiment. » Donc, le lecteur va s'identifier. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est informationnelle, c'est-à-dire que je transmets des informations, des statistiques pour que le lecteur comprenne comment ça se passe, et notamment, là, il s'agit du fonctionnement du cerveau. Et une troisième partie, bien évidemment, basée sur du travail, des exercices, de l'action. Parce que moi, je pourrais vous raconter dans ce livre tout ce que je veux, mais si vous ne passez pas à l'action, si vous ne mettez pas des petites actions en place, je tiens à le dire, des petites actions, le plus petit pas possible, les 4 P, on n'atteindra pas nos objectifs. Est-ce que moi, j'ai atteint mes objectifs? Sachez que ce livre-là est écrit à partir de personnes qui ont atteint leurs objectifs, et des personnes que j'ai accompagnées. Ce sont des témoignages. Et la méthode qui est là-dedans, c'est celle que moi, je mets en place tous les jours. Sur un des chapitres, vous avez une routine qui est la mienne, qui commence à 5h30 du matin, avec tout ce que je mets en place pour dérouler ma journée. Et c'est véritablement ce que moi je fais, ce que je propose aux autres. Après, l'idée, c'est pas de dire... c'est la méthode qui fonctionne. C'est la mienne, en tout cas. C'est celle que j'ai proposée à toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui, que ça soit dans le domaine scolaire, le domaine sportif ou le développement personnel. Et ce sont effectivement des personnes qui ont atteint leurs objectifs. Un dernier mot. Vous aimez beaucoup les Miss, hein? Pourquoi? La marraine, c'était qui? La marraine, c'était Corinne Comment. Mais pour la petite histoire, Corinne n'a pas été choisie. En tout cas, quand moi, j'ai fait appel à Corinne, ça n'est pas parce que c'était une Miss, c'est parce que moi, je connais Corinne dans le domaine de la natation. Surtout les frères de Corinne. Et quand j'ai cherché une personne qui était représentative de cet événement, Corinne, moi... m'a tout de suite, en tout cas, son choix est tout de suite arrivé à moi parce que
j'aime beaucoup sa simplicité, son authenticité. Et le 11 juin, c'était vraiment un jour, une journée authentique. On ne peut même pas la décrire. Si vous allez sur les réseaux sociaux, les personnes qui étaient présentes, il y a une dame qui a dit, on est rentré avec des mots. Il n'y a pas de mots, M-O-T-S, et on est ressorti en n'ayant plus de mots. M-A-U-X. Donc, il fallait vraiment vivre ce moment-là. Et ce moment-là était vraiment rempli de simplicité et d'authenticité. C'est tout ce que je voulais pour ça. Donc, c'était Corinne. C'était votre dernier mot. Voilà, 13h51. On retourne à l'actualité rapidement avec Iman News. Des dernières informations avant de se quitter. Oui, avant de se quitter, on va voir le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes qui célèbre ses 21 ans. On voit un reportage. Très rapide. Bon, je rappelle qu'on a reçu en début de ce news, ZCL News, Malik Outrante, le vice-président du groupe Point d'interrogation, qui a donné rendez-vous à tous les masses la semaine prochaine pour un film qui va être tourné. Aline Mijouin, chronique En nous garder plus loin, était avec nous. Elle nous a parlé un petit peu des soins à prendre avec ses yeux pendant les vacances et surtout de ne pas acheter des lunettes à la Wifouebo, parce que ces lunettes, mais il dit ça, oui. Il dit ces lunettes de pacotille, ça va bon, ça va protéger les yeux. Donc on ne peut pas faire ça. Acheter de vraies lunettes, c'est le vrai opticien. Miguel Dauben, comme d'habitude, dans sa chronique face à face, nous a raconté un petit peu un nouvel épisode de sa vie. Et elle a pu parler à sa tête, puisque finalement, elle s'en est sortie, elle est passée de l'ombre à la lumière. Et justement, on a terminé avec Sarah Juste, qui a tenu un séminaire il y a quelques semaines, un Happiness Day, et elle propose un autre, dans combien de temps à peu près? Disons 1 an. Dans un an. Bon, dans un an, ce ne sera pas en novembre, ce ne sera pas en 11 novembre, mais enfin, ce sera dans un an. Qui sait? On ne sait jamais. Et elle prépare son ouvrage et revient. Il y a un ouvrage déjà en cours. Il y a un deuxième ouvrage en cours. Comment il va s'appeler? Ah, je ne peux pas encore dire. Aussi. Il n'a pas encore de nom, en fait. Ah, il n'a pas encore de nom. Je laisse arriver. Elle viendra nous dire ça. On rappelle les titres rapidement avec Iman et on termine. Les titres aujourd'hui. J'avais oublié. Les titres aujourd'hui, on a parlé de vacances et de lecture avec les enfants du CM2 de l'école de Goyave qui ont eu ce livre qui leur permettra de fluidifier leur lecture, ainsi que de l'adolescence et du cannabis où une conférence a eu lieu en lien avec Cap Excellence pour trouver des actions préventives face à cette addiction. Ensuite, nous sommes allés du côté de l'ARS et de l'enquête périnatale qui a eu lieu auprès des mamans enceintes et de leurs bébés. Et nous avons terminé auprès du symposium de matériaux durables qui a lieu sur des haies jusqu'à dimanche. On a fait deux petits tours à Paris avec Maurice Cessé qui a rencontré l'AFD et le ministre français qui sera ici. Je vais parler de Jean-François Carinco. Voilà, c'est fini. On remercie Miguel, on remercie Sarah. À bientôt. À très bientôt. On remercie Iman News, on remercie aussi Jordan et sa collaboratrice fidèle, Njoana, qui est toujours là le mardi avec eux. Et nous, on se retrouve demain à partir de 12h30. Merci d'être avec nous. La pilarité, donc, en révisant tout. À tout à l'heure.